BTS 2013 que l'on peut tout à fait traiter avec une calculatrice, puisque la calculatrice programmable était autorisée, et qu'on peut tout à fait également traiter sans calculatrice et ça ne pose absolument aucun problème. On vous dit diplômé du BTS OL, responsable d'un magasin, vous accueillez un nouveau client. Les principaux éléments du bilan visuel que vous réalisez sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Le grec Yvan, étudiant en première année d'école vétérinaire, il a 20 ans, donc il est étudiant. Cours en amphithéâtre, plutôt de vision de loin, débute la pratique du judo. Attention au fond d'œil pour le risque de décollement de la rétine. Il souhaite porter des lentilles de contact uniquement pour la pratique du sport, donc lentilles souples. On vous dit parfois une vision double, donc disparité de fixation depuis quelques mois uniquement en vision de loin. Donc c'est pas dû aux effets prismatiques en vision de près à cause des lunettes. Rien à signaler, en tout cas si c'est bien centré. On vous dit rien à signaler au niveau de la santé oculaire. Premier port de lunettes à l'âge de 6 ans. La première visite chez l'ophtalmologiste date de 2 ans. Donc, à mon avis, il a quand même une amétropie qui est importante et peut-être une anisométropie. Le dernier équipement date de 2 ans. Sa compensation n'a pas évolué depuis 5 ans. Je pense qu'on va vous faire partir sur la myopie évolutive qui s'est stabilisée. Pas de traitement en cours et rien à signaler au niveau de la santé générale et rien à signaler au niveau de la santé oculaire. Au niveau des mesures préalables, l'autoréfracteur de moins 1,50, moins 0,25 à 83. Le gauche, moins 1,50, moins 1,50 à 20 degrés. On sait que l'autoréfracteur donne souvent des réfractions qui sont un petit peu concaves. On le sait parce qu'il entraîne la combinaison proximale. En tout cas, ce sont des réfractions qui sont objectives. Au niveau de la kératométrie, 7,83, 172 degrés. 7,75 à 82 degrés et qu'en moyenne 7,81. On calcule l'astigmatisme cornéen sympa, plan moins 0,50 à 172. Ça marche. Ce qui veut dire que le total, il fait moins 0,25 à 83. Donc il est plutôt inverse. Ça veut dire que l'interne, il fait du 0,75 à peu près, quoi, à peu près. 0,75 inverse. Inverse, c'est non physiologique plus que trop fort. Sur les gauches, moins 1,50, moins 1,50 à 20. L'astigmatisme cornéen de plan, moins 1,50 à 18, 20 degrés. L'astigmatisme total est essentiellement dû à l'astigmatisme cornéen. L'astigmatisme interne ferait le plan. Et ça aussi, c'est non physiologique. Les compensations qu'il porte sur ses lunettes, c'est moins 1,50 et à gauche, moins 1,50, moins 1,50 à 20. Ah, tu portes la même chose que l'autoref. L'autoref, c'est trop concave. Bizarre. Ça veut dire qu'en fait, ta compensation, elle est peut-être trop concave. Ok. On te dit les écarts de montage, c'est 30-30. 4 mm sous le centre de la pupille. À mon avis, il y a un angle pantoscopique quelque part de 8 degrés. À mon avis, il y a une histoire de règle de ponctualité. L'écart pupillaire en vision de loin, c'est 30-30. Écart pupillaire en vision de près, c'est 28-28. Inclinaison de la monture, 8 degrés. Voici notre angle pantoscopique. En tout cas, il n'y a pas d'effet prismatique en vision double, donc les disparités de fixation, ça ne peut pas être dû à ça. J'ai des examens préliminaires avec ces compensations habituelles, moins 1,50 et moins 1,50, moins 1,50 à 20. En mono, en V, il a 12-12 et l'échelle pour monter à 20. Donc finalement, on se retrouve avec d'excellentes acuités visuelles. Mais en bino, on plafonne à 12. Nous n'avons pas la sommation binoculaire à hauteur de 20%, signe d'attention un trouble de la vision binoculaire. Acuité en vision de près au parino 1,5 jusqu'à 45 cm, c'est bien. Parino 1,5, normalement c'est 37,5, donc il est supérieur à 10 dixièmes. Parino 1,5 à 45 sur le gauche, parfait. Et à 50, il y a sommation en vision de près. Avec une sphère convexe de plus une dioptrie, le sujet présente une défocalisation myopique de 0,50. Autrement dit, on pense à une hypermétropie résiduelle de 0,50. Mais attention, on ne froisse personne, on ne parle pas d'hypermétropie résiduelle, on parle de surcompensation myopique à hauteur de 0,50. Au 40 par an, on lui met une sphère convexe de plus une dioptrie. Attends, lui, son CMD, il est à 0,50. Et en fait, je lui mets plus une. 0,50, astigmate de 0,50. Ce qui veut dire CMD à 0,50. Astigmate de 0,50, ça veut dire en foyer à 0,75. Si je lui mets plus une, il se retrouve en situation d'astigmatisme myopique composé. Ce qui est largement suffisant pour présenter le 40 par an, mais un petit peu trop. C'est mieux en situation d'astigmatisme myopique simple, comme ça la tâche de diffusion c'est vraiment une externalisation d'une barre. Mais bon, ça suffit, et le sujet voit flou uniforme, donc il n'y a pas ou peu d'astigmatisme, c'est donc uniquement une surcompensation sphérique de 0,50 dioptrie. Thèse du masquage, en vision de loin. Il n'y a pas de mouvement dans le plan horizontal et dans le plan vertical. Au masquage, mis en VP, donc il n'y a pas de tropie. En VP, en VL par contre, au démasquage, donc on met en évidence les forêts dissociées. Mouvement nasotemporal, on a donc une ESO strictement supérieure à 3 dioptries. Et dans le plan vertical, inférieur ou égal à 3 dioptries, ou orthophore ou inférieur ou égal à 3, puisqu'il n'y a pas de mouvement. Par contre, en VL, il est ESO. Ok, supérieur à 3. Ok, combien 4, 5, 6, on ne sait pas. En vision de près, il est soit ortho, soit inférieur à 3. ESO, on ne sait pas. Exo, on ne sait pas. En tout cas, on sait qu'il y a un jeu phorique en prise d'exophorique, visiblement. On vous dit qu'en vision de loin, on teste du filtre rouge. Je mets le filtre rouge sur son œil gauche.
je pénalise la fusion motrice et sensorielle avec un petit dissociateur sensoriel chromatique de type filtre rouge. Je mets devant l'œil gauche et en vision de loin, il voit 2 points. Puis un point rosé s'il fournit un effort. Ce qui sous-entend que s'il augmente la convergence fusionnelle, il arrive à fusionner, il annule la disparité de fixation. Ouais, ok. Mais la fusion est fragile. C'est logique avec ce que tu me disais au départ. Tu voyais parfois, surtout en vision de loin et en vision de près, tu vois un point rosé, parfait. Tendance rouge, tendance blanche ou sans tendance, aurait permis de déterminer quel est l'œil dominant. C'est pas grave. Au PPC, il a un bris à 4 cm. Brise la fusion motrice à 4 cm. C'est bien. Normalement, c'est inférieur ou égal à 8 cm. Recouvrement strictement inférieur au double du bruit. Et là, lui, il recouvre à 7 cm. Donc, c'est bien. Donc, il a des bonnes réserves fusionnelles positives et des bonnes réserves fusionnelles négatives. L'œil droit est directeur. Autrement dit, peut-être que l'œil gauche a perdu la fixation au PPC. Vérification subjective des compensations au réfracteur. Moins 0,75, acuité 12 dixièmes. L'œil gauche, moins 0,75, moins 1,25 à 20 degrés. Acuité 12 dixièmes. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, la réfraction était trop concave à hauteur de 0,75 de dioptrie. Vérification subjective binoculaire, pareil, moins 0,75, moins 0,75. Autrement dit, on est passé par l'étape équilibre bioculaire, nous n'avons pas eu de modification, donc balance bioculaire égale 0. Les deux yeux ont relâché la même valeur d'accommodation pendant la totalité de la réfraction. Au CCR, visiblement, nous avons eu une modification de puissance d'astigmatisme sur son œil gauche, et donc il a préféré les points blancs, l'axus est positif dans l'axe. Par contre, à l'axe, 20 degrés, ils n'ont pas une modification. Peut-être qu'on va me faire travailler les CCR juste après, normalement à la puissance, pas à l'axe. Au test de vision binoculaire au réfracteur, moins 0,75, moins 0,75, moins 1,25 à 20 degrés. Donc mis les bonnes compensations, on fait méthode de Von Graf en vision de loin. Il est ESO de 4, ortho à la verticale, exo de 2, mais avec les bonnes compensations. Autrement dit, l'individu avec ses corrections à lui de moins 1,50 où il accommode, il augmente l'accommodation, il augmente l'accommodation accommodative, donc du coup le mec est plus ésofort. Ça ne nous étonne pas qu'on ait fait un mouvement nasotemporal. Exo de 2 en soulageant l'accommodation, mais ça se trouve il est soit ortho, soit légèrement éso avec ses corrections. On vous dit, au test de Mallette, on représente les tests de disparité de fixation, sauf que cette fois-ci on change de dissociateur, on ne met pas les filtres rouges, on met les polarisés. Et il y a ortho, disparité de fixation dans les deux plans. Autrement dit, la disparité de fixation a été due à la surcompensation. On a mis le maximum convexe visiblement toléré, et l'individu se retrouve avec ortho, disparité de fixation dans les deux plans. Petit test de stéréoscopie, 20 mm de disparité linéaire. Visiblement en haut et en bas, on a la même disparité linéaire, donc à mon avis, il voit 2 barres en avant du point. Bizarre, ça n'a pas grand-chose. Normalement, c'est un soulèvement en bas, recul en haut, inversement. Mais il y a une utilité dans les tests de faire 2 fois la même chose. En vision de près, les verres sont centrés sur les demi-écarts pupillaires de VP. Acuité stéroscopique, 60 secondes. 60 secondes, pas tip top. On a dit que c'était mauvais à partir de 60 secondes. À partir de 1 minute en stéréo VP. Oui, mais lui, il est myope. En vision de près, il est exo. On a mis les écarts VP. Autrement dit, avec ces lunettes, vous allez trouver des résultats plus exo ou plus éso. Avec ces lunettes à lui. Avec ces lunettes à lui, il subit un effet prismatique en base interne et il est exo. Donc il lui faut de la base interne. Ça va le corriger. Autrement dit, vous allez le trouver moins exo. Moins exo. Il est exo de 2 en ne subissant pas l'effet prismatique qui le corrige. Autrement dit, il est un petit peu moins exo que ça. Là, vous allez trouver un petit peu moins exo. On pense du coup qu'en fait, sa stéroscopie soit meilleure ou moins bonne. En tout cas, sa vision binoculaire s'éloigne des normes. Bon. On vous dit, toute réponse doit être justifiée si aucune indication spécifique n'est donnée dans l'énoncé. On savait. À partir des informations recueillies et afin d'analyser les résultats, répondre aux questions qui suivent. Partie 1. Histoire de cas et mesures préalables. Uniquement à partir des informations données de la page 2 sur 8. À partir de maintenant, je vous donne les réponses. Si vous voulez une phrase, il n'y a aucun problème, vous me dites. Hein, s'il y a des éléments qui n'interviennent pas dans votre phrase mais que vous ne savez pas comment le mettre en forme, vous me le dites. Alors, uniquement page 2 sur 8, pas de souci. Donc, histoire de cas, mesure préalable. On vous dit, quelle est l'origine la plus probable de la plainte? Quelle est la problématique principale? La plainte, c'est la diplopie. Quelle est l'origine de la diplopie? Une disparité de fixation. Un problème de compensation des forêts dissociées par les réserves fusionnelles opposées utiles. Critère de Charles.
Une disparité de fixation. Et si vous n'avez pas mis ça, on peut discuter. Vas-y. J'ai mis ça. Cool. Donc disparité de fixation, d'accord. Problème de compensation de la forêt dissociée par les réserves fusionnelles, critères de charte non respectés. Si on l'a dit, mais que c'était par une surcompensation. Tu ne le sais pas encore à la surcompensation. Comment tu vas justifier la Ah, surcompensation? L'origine la plus probable. Je dis, il est possible que le sujet soit surcompensé, donc du coup mettant en place une accommodation. Donc l'accommodation Tu as dit ça en plus de la disparité de fixation? Oui. Mais parce que tu es dans l'hypothèse que le mec il est myope, donc je vais surcompenser, ça va accommoder plus. Donc en plus, peut-être qu'en plus il est exo. Il faut dire ça aussi. Parce que s'il était exo, ça le corrigerait. Mais pas ça. Mais la disparité de fixation. La surcompensation, là finalement, tu le vois qu'après. Ou alors vraiment, parce qu'il y en a un qui m'a dit ça hier, il y en a un qui m'a dit oui, mais les tickets d'autoref, normalement c'est plus concave. Oui, là je suis d'accord, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un plus concave, il porte la compensation qui est plus concave. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être une accommodation qui entraîne une diplopie de type exo, disparité de fixation, puisque si c'était une exo, ça le corrigerait. Ouais. Non, mais du coup, j'allais dire, vu qu'on a le ticket. Et donc du coup, vous avez fait la relation entre la compensation en lunettes et le ticket. Ouais. Et vous avez mis en évidence, vous avez bien mis le doigt dessus que c'était les mêmes corrections. Et que normalement, ça ne devrait pas être aussi concave que ça. Et du coup, qu'il est exo. Parce que s'il était exo, ça ne marcherait pas. Ouais, c'est les deux. Pas de problème. On peut discuter. Question 1.2. Pour chaque œil, quel est le type le plus judicieux de lentille garantissant les acuités visuelles monoculaires optimales? Lentille rigide ou souple, sphérique ou torique? Là, c'était la compensation, visiblement, c'est la compensation. Ah, uniquement avec la page 2 sur 8. Hein. Uniquement avec la page 2 sur 8. Moins 1,50 à l'autoref en réfraction objective. Moins 1,50, moins 0,25 à 83. Tu vas lui mettre des lentilles souples sphériques. Pourquoi? Parce que tu vas pas lui mettre un tort avec moins 0,25 de cylindre. Sur l'œil gauche, on met une Attends, oh, je te parle de l'œil droit. C'est m'embrouille. Je parle de l'œil droit. Il y a plein de choses à dire sur l'œil droit. Hein. Donc déjà, la lentille souple sphérique, déjà. Pourquoi? Parce que l'astigmatisme n'est pas assez fort. Ok. La rigide, pourquoi pas? 10% du cornéen plus l'interne. 10% du cornéen, ça te fait plan moins 0,05 plus l'interne qui ferait du plan moins 0,75. Il te resterait plan moins 0,70. Donc il serait plus astigmate que ce qu'il est à l'heure actuelle. Autrement dit, on ne met pas. Donc la lentille souple sphérique. Passons sur l'œil gauche. Ah. Moi, j'ai éliminé la rigide parce que pratique du judo. Alors, parce que pratique du judo, moi je suis d'accord, en première intention, j'avais fait ça en 2013. On vous parle d'acuité visuelle monoculaire optimale. Du coup, il fallait tout calculer. Du coup, il fallait anticiper. Pas forcément calculer 10% du cornéen plus interne. Écoute. Il fait pas de rigide, il fait du judo donc tu ne mets pas de rigide. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, on vous parle uniquement des acuités visuelles monoculaires optimales. Moi, je te le défends, ça. Le fait, oui, mais attends. En dessous de la partie 1, il y a écrit uniquement à partir des données des tableaux 2 sur 8. Donc, les tableaux 2 sur 8, quand tu réponds à la question 1.2, tu les as. Donc, tu sais qu'il fait des judo. Donc, tu sais que de toute façon, tu ne lui mettras pas de rigide. Donc, tu vas lui mettre une LSH sphérique. Dans tous les cas, il fait des judo, donc tu lui mets une LSH. Et en plus, tu lui mets une sphérique, parce qu'il n'est pas astigmate sur son œil droit. Bien sûr, ça marche. Si tu anticipes l'adaptation à lentille rigide, alors dans ce cas-là, d'un point de vue des acuités, tu n'as pas tort. Attention, c'est faux. Parce que là, ici, 10% du cornéen plus interne, ça te fait un cornéen plan moins 0,05 à l'horizontale, plus l'interne plan moins 0,75 à la verticale, ça te fait des plans moins 0,70 à la verticale. Autrement dit, du point de vue des acuités visuelles, avec ta lentille rigide sphérique, qui va se retrouver avec une moins bonne acuité. Donc ça ne vaut pas le coup non plus. Ensuite, on vous dit, sur les gauches, il a astigmate total, donc je vais lui mettre une LSH sphérique. Torique, excuse-moi, hein. Sinon l'astigmatisme de la 50 limite son acuité visuelle à 6 dixièmes. Donc je lui mets une LSH torique. Ou effectivement, pourquoi pas, une adaptation en MLRPG sphérique, dans le cadre où il ne fasse pas du judo mais plutôt du tricot. Et dans ce cas-là, on lui mettrait, on calculerait l'astigmatisme résiduel, 10% du cornéen plus interne, à savoir 10% du cornéen plan moins 0,15 à l'horizontale, 20 degrés ou 18 degrés, et l'interne il fait 0. Autrement dit, astigmatisme résiduel plan moins 0,15, là ça vaudrait le coup, je suis d'accord, la LRPG sphérique est ok. Maintenant, on a plus tendance à vous faire pim, pam, boum.
anticiper les différents types d'adaptation. En LSH sphérique, en LSH torique, en LRPG sphérique, en LRPG torique. Mais par contre, si ça ne tombe pas sous cette forme-là, on sait anticiper toutes les solutions. Donc, monsieur, c'est bon si on choisit l'RPG sphérique sans tenir compte du judo. Sans tenir compte du judo, bien sûr. Partie 2, test. Donc pour cette question, il fallait faire chaque, voilà, l'anthologie sphérique, torique, etc. Faire vraiment les cataloguer en quelque sorte et mettre l'activité visuelle en fonction de chaque entier. Non. Justement. En fait, il y a deux cas. Il y a le cas où à la base, elle dit l'individu fait du judo. Dans ce cas-là, s'il fait du judo, c'est des LSH. Sur les droits, sphérique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas astigmate. Sur les gauches, torique. Pourquoi? Parce qu'elle est astigmate. Premier cas. Deuxième type de réponse. All inclusive. Voilà, à droite, elle nous dit on ne tient pas compte du judo. Dans ce cas-là, effectivement, elle a fait la LSH sphérique, la LSH torique, la LRPG sphérique et la LRPG torique. Qui ne sert à strictement rien. En tout cas, et même si elle a pas fait ça, c'est pas grave. Parce que de toute façon, 10% du cornet percentile a trouvé plan 0,70, donc on va pas le corriger par un temps externe. Donc du coup, non, la question c'est pas, tu vois ce genre de question, tu fais pas pim pam poum. C'est soit tu tiens compte du cas dans sa globalité, okay, soit avec les réponses du tableau 2 sur 8, soit effectivement tu es obligé d'anticiper toutes les solutions. Mais c'est pas tout, on ne fait pas tout le temps ça. Ce que je vous dis, c'est que maintenant on va essayer plutôt de vous tenir par la main et de vous faire travailler les différentes des hypothèses les unes en dessous des autres. Mais si ce n'est pas le cas, il faut faire celle la plus logique. Il faut prendre le cas dans sa globalité. Partie 2. Test préliminaire avec ses compensations habituelles. Question 2.1. Quantifier la métropie résiduelle de chaque œil et estimer les formules des verbes compensateurs. Quantifier la métropie résiduelle de chaque œil et estimer les formules des verbes de compensation théorique. Mais là, vous avez dit que d'après la règle de Swain, vous avez fait un petit schéma, vous avez cité la règle de Swain, l'individu présentait une surcompensation de 0,50. 40 par an et vue uniforme, donc pas ou peu d'astigmatisme. Vous avez donc une surcompensation de 0,50 au DG à cause de la sphère convexe de plus 1. Et les formules des verbes de compensation théorique, eh bien, finalement, ils portent moins 1,50. Dans nos examens préliminaires, on va du coup estimer une myopie en moins 1. Et sur l'œil gauche, moins 1,50 à 20 degrés. Non, les amétropies résiduelles. Les formules des verbes des compensations théoriques, non, on peut les garder en signe négatif. Hein. Accommoder, bam, c'est positif. Question 2.2. Sans justification, interpréter les observations réalisées au test du masquage unilatéral en vision de loin et en vision de près. Petit a au moment du masquage. Donc vous avez mis en vision de loin et en vision de près. 2 points. Absence de mouvement au démasquage, au masquage, excuse-moi, donc absence de tropie. Point. Dans les deux plans. Et ensuite, question B. Au moment du démasquage, on est obligé de le différencier. On a mis en vision de loin dans le plan vertical. Pas de mouvement au démasquage. Donc, pas d'euphorie, orthophorie du coup, ou inférieur ou égal à 3 dioptries. Dans le plan horizontal, nous avons un mouvement nasotemporal. Donc le sujet présente une ésophorie dissociée, strictement supérieure à 3 dioptries. En vision de près, le sujet n'a aucun mouvement horizontal et aucun mouvement vertical. Donc il est ortho ou inférieur ou égal à 3 dioptries dans les deux plans. C'est très précis. Question 2.3. Ces observations sont-elles dans les normes statistiques? Cadeau. Les normes statistiques sont donc de 0 à 1 exophorie, 4 à 6 exophorie en vision de près à 40 cm, mesurée avec la méthode de Van Graaf. Dans le plan vertical, nous avons en vision de loin et en vision de près une orthophorie, et nous avons un jeu phorique de 4 à 6 en prise d'exophorie. Ces observations sont-elles dans les normes statistiques? Donc le sujet en vision de loin n'est pas dans les normes car il est iso. En vision de près, le sujet n'est pas dans les normes, puisqu'il n'a pas... La norme, c'est une exophorie de 4 à 6.
voit pas de mouvement. Ça veut dire que de toute façon, c'est inférieur, c'est pas dans les clous. Ça veut dire qu'elle n'est pas visible, ça veut dire qu'elle est trop faible. Par contre, dans le plan vertical, on pense qu'il est dans les normes, même si on ne peut pas tout à fait savoir. Et le géophorique, ben, c'est de la prise d'exo. De combien? J'en sais rien. De toute façon. Mais on dit géophorique en prise d'exo. Dis-moi, dis-moi. Est-ce que juste pour la 2.2b, on peut juste dire que le géophorique il est en prise d'exo ou pas? 2.2b? Non, parce qu'au 2.2b, on ne te parle pas de entre la V... Ah, excuse-moi. D'accord. Oui, parce qu'à la 2.2b, tu as parlé de l'ESO et de l'ortho ou inférieur ou égal à 3. Donc du coup, tu t'es dit, il y a de la prise d'exo. Moi, je l'aurais plutôt regardé pour la 2.3. Ok. Tu vois? Parce qu'au moment où tu as lu la 2.3, tu t'es dit, comparez-le aux normes statistiques, donc tu as pensé à comparer les fories entre elles, le plan horizontal VLVP, les verticalités, mais aussi le géophorique. Donc, cac, moi j'aurais calé là, tu vois. Ok. Question 2.4. Au test du filtre rouge, lorsque le client perçoit 2 points, représentez la position relative et la couleur de chaque point. Justifiez votre réponse à l'aide de 2 schémas, un schéma du couple oculaire en vue de dessus précisant les fixateurs, un schéma de l'œil cyclope précisant le type de diplopie. Question 2.4. Nous avons donc un dissociateur sur l'œil gauche. Donc nous avons l'œil droit qui est notre œil fixateur. Voici la ligne de regard droite. Voici la compensation sur son œil droit qui est de compensation moins 1,50, c'est ça? Oui. Q' droit, F' droit. Voici l'œil fixateur. Nous avons mis le dissociateur sur l'œil gauche. Commence pas. Il est parti en... À ton avis, il est parti en éso ou en exo? Il est ésophore, donc il est parti en éso. Là-bas. Voici la ligne de regard droite, voici Q' gauche, voici F' gauche, voici la compensation en lunettes qui a été centrée en VL sur les écarts de VL, donc avec les compensations en moins 1,50, moins 1,50 à 20 degrés. Voici le dissociateur de type sensoriel que l'on appelle le filtre rouge. Et voici une image qui arrive de VL, A' gauche, A' droit pour notre objet à l'infini. Voici ici le couple oculaire en vue de profil. Dessus. En position passive. Ça veut dire qu'il a brisé la fusion motrice et sensorielle. Nous avons mis en évidence une dissociation sensorielle puisque l'on travaille avec un Madox. Autrement dit, faisons notre œil cyclope. Q' droit, Q' gauche, F' droit, F' gauche, A' droit. Voici A' gauche. A' gauche est situé à droite de l'aire fouvolaire droite, donc à droite de l'aire fouvolaire droite. Et je fais ressortir les extériorisations. De la barre, non, du point, tu as raison, c'est filtre rouge. Donc voici ici l'extériorisation gauche de l'objet A. Voici ici notre point blanc, l'extériorisation droite de l'objet A. On fait ressortir les extériorisations, on superpose les lignes de regard. On met l'œil cyclope de Hering. On met la diplopie qui est de type croisé. Bien sûr. Homonyme, droite est à droite, gauche est à gauche. Est-ce que là, on doit marquer à chaque fois ISO disparité de fixation? Là, ici, nous avons mis en évidence une ISO. Disparité de fixation. Unilatérale, on n'en sait rien, il n'y a pas d'élément V fusionnel, donc c'est une ISO disparité de fixation. Tu penses à le mettre? Tu n'oses pas le mettre? Mets-le. Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est bien, c'est le contraire. Le sujet, concentre-toi. Le sujet est ISO de, en vision de loin, 4. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? T'as ISO de 4. Il est ISO de 4 avec la nouvelle correction. Là, il est ISO, mais on ne sait pas de combien. On sait juste qu'on a un mouvement nasotemporel. Mais imaginons qu'il soit ISO de 4. Ne te laisse pas embrouiller. Imaginons qu'il soit ISO de 4 en vision de loin à 5 mètres. Tu ne quantifies rien du tout ici. Ah, c'est le filtre rouge. Voilà. Madox.
Puis ça n'a rien à voir, tu te racontes, c'est une disparité de fixation là. C'est au Madoc, c'est quand tu as la pleine valeur de la forêt dissociée où là tu vas mettre une quantification. Sinon tu ne la mets surtout pas, bien entendu. On vous dit, partie 3, test de la vision binoculaire au réfracteur. Question 3.1, la mesure réalisée avec la méthode de Von Graaff. Les mesures réalisées avec la méthode de Von Graaff sont-elles cohérentes avec la plainte du sujet et les résultats de l'examen préalable? Justifiez sans schéma vos réponses en effectuant une analyse distincte de la vision de loin et de la vision de près. Voyons voir. Von Graaff, il a dit ESO de 4. Et nous avions estimé un mouvement nasotemporal, donc une ESO strictement supérieure à 3. En avant, en vision de loin, du coup, l'individu présente une ESO supérieure à 3 et nous avions estimé une ESO supérieure à 3, c'est cohérent. En vision de près, le sujet présente une ESO de 2. Attends, on est allé trop vite en vision de loin. En vision de loin, avec la nouvelle correction, il présente une ESO de 4. Autrement dit, avec son ancienne correction, il accommodait plus, donc il convergeait plus, donc il avait une ESO plus importante. C'est bon? Ça, il faut le faire intervenir sur vos copies, le fait que vous ayez compris ça. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas capté ça. Ça veut dire qu'avec son ancienne correction, le sujet a accommodé plus, donc mettez en place plus de convergence accommodative, donc plus d'ESO forêt. Je vais au bout et après on tchatche. Là, l'individu, il est ESO de 4, avec la nouvelle correction. Ce qui sous-entend qu'avec son ancienne correction, il était ESO plus que 4. Et effectivement, du coup, on aurait bien un mouvement nasotemporal, banco. En vision de près, il est EXO de 2 avec la nouvelle correction qui soulage son accommodation et soulage sa convergence accommodative. Autrement dit, soit il était ortho, soit il était un petit peu ESO. On va pas se lancer dans le rapport à K. Soit il était ortho, soit il était un petit peu ESO. En tout cas, la forêt dissociée avec son ancienne correction devait être inférieure à 3. C'est pour ça qu'on n'a pas vu de mouvement. Parfait. Nous avons travaillé la VL et la VP dans le plan horizontal. Parlons du plan vertical. Le sujet est orthophore, donc qui, à mon avis, même avec ses anciennes corrections, de toute façon, il n'y a pas d'influence sur la verticalité. Donc, à mon avis, le sujet était également orthophore. Vas-y, raconte. Non, c'est bon. Parfait. On vous dit que, question 3, attends, sans schéma, votre réponse en effectuant une analyse distincte de la vision de loin, de la vision près. Question 3.2. Que met en évidence la réponse du client au test de mallette à ce moment de l'examen? Il met en évidence, au moment de l'examen avec la tête de réfracteur, le test de mallette, il met en évidence une orthodisparité de fixation dans les deux plans. Question 3.3. Conseillez-vous à Monsieur Le Guérec de conserver son équipement en lunettes où il voit double filtre rouge ou de le modifier? Allez, tu le changes. Voilà, on va s'en sortir. Tu gardes une lunette qui va pas ou tu mets une lunette qui va? Tu mets une lunette qui va. Ah, merci. 3.2, 3.3, s'il y en a d'autres comme ça, vous pouvez envoyer. Partie 4, adaptation en EV. En cas de modification, précisez la nouvelle formule des verbes. Je suis allé trop vite. Enfin, barbeau, on se plante. Question 3.3. En cas de modification, précisez la nouvelle formule des verbes. Sur les droits, moins 0,75 et sur le gauche, moins 2, plus 1,25 à 110. Elle est gratuite celle-là. Celle-là, généralement, elle est cadeau. Elle est tombée en 2016. La formule des commandes des verts. Tu avais fait le rapport à 4, tu avais tout fait, tu avais les autres disparités de fixation avec une addition de plus 1. Quelle est la formule des commandes des verts? Pam! Tu commences à négatif, rideau. Dommage. On vous dit partie 4, adaptation à lentille de contact. Dans cette partie, utilisez la formule des compensations théoriques en lunettes pour déterminer celle du système de contact, soit pour l'œil droit, moins 0,75 et pour l'œil gauche, moins 0,75, moins 1,25 à 20 degrés. Et sur la bonne voie. En vue d'une adaptation de M. Le Guérec en lentille de contact pour sa pratique du judo, les tests préalables suivants ont été réalisés. Là, on sait qu'on est sur souple. Alors voilà, on t'a bien dit, on te met dans le cadre. Hauteur de prisme de rivière lacrymale 0,4, c'est dans les normes. Les normes, c'est 0,204. Au break-up time avec fluorescéine, 12 secondes.
Un break-up time avec de la fluorescéine s'appelle un fluorescéine break-up time. Les normes sont supérieures à 10 secondes normalement. Hein. Bon, tu l'as appelé break-up time, on va sur break-up time. Examen biomicroscopique du segment antérieur ne change de chaque œil, ne révèle aucun problème particulier. Pas de kératite, pas de ptérygium, pas de peduncula à moins de 1 mm du lemme. Question 4.1. Quel est l'intérêt d'avoir mesuré en plus de la hauteur de la rivière lacrymale le break-up time? Avoir la qualité. Le break-up time est un test qualitatif, permet donc d'avoir doit être strictement supérieur à 10 cm, à 10 secondes. Enfin. Question 4.1. Quel est l'intérêt d'avoir mesuré en plus de la rivière lacrymale le break-up time pour avoir un test qualitatif du film de larmes qui doit être strictement supérieur à 10 secondes? Question 4.2. Rappeler les moyennes statistiques de ces deux valeurs et conclure sur les possibilités de port de lentilles en fonction des matériaux. Break-up time supérieur à ou égal à 10 secondes. En tout cas, strictement inférieur à 10 secondes, c'est une contre-indication formelle au port de lentilles souples. Vous me partir sur des rigides. La petite histoire, si vous partez quand même sur des lentilles souples, vous partez avec une lentille à forte ou faible hydrophilie. Il n'y a pas beaucoup de larmes, pas beaucoup de qualité. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de quantité, faible hydrophilie. Mais la qualité, c'est pas l'hydrophilie. La qualité, c'est plus la mouillabilité, la ionicité du coup. Si une lentille n'a pas une bonne qualité des larmes, tu as plutôt ionique ou non ionique? Plutôt ionique pour la capter, pour stabiliser le film de larmes sur la face interne. S'il n'y a pas beaucoup de quantité, alors là, d'accord, tu passes sur de la basse hydrophilie. Là, visiblement, le break-up time, c'est un test qualitatif. La hauteur du prisme lacrymal, on a cité ses valeurs statistiques, 0,2 à 0,4 mm. Il n'y a ici, du coup, aucune contre-indication au port de LSH. Au port de lentilles en silicone hydrogel, la LSSIH. Et encore moins pour les lentilles rigides. Question 4.3. Citer deux modes de stabilisation d'une lentille torique autre que le prisme de ballast. C'est gros comme une maison. Là, tu cours, on te fait un croc. Et tu réponds. Troclature, c'est de la lentille rigide. Boîte. Zap. Voilà, brossage, tort interne si tu veux, pas de souci. Je le mets gros comme une maison. Question 4.4. Calculer la divergence du système de contact théorique pour chaque œil. C'est là. Hein, si vous avez une calculatrice, vous allez le calculer. Si vous n'avez pas de calculatrice, du coup, voilà, soit vous avez des abacs, mais même si vous avez une abac ici, moins 0,75 et moins 0,75, moins 25 à 20 dans le contrat, ça vous donne moins 2. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'abac, ce sont les mêmes compensations. Autrement dit, œil droit, moins 0,75 et œil gauche, moins 0,75, moins 25 à 22 degrés. Vous choisissez d'adapter des lentilles souples parmi celles qui sont proposées dans le tableau fourni en annexe 8/8. Magnifique. Question 4.5. Choisir une paire de lentilles adaptées aux besoins du client en garantissant des acuités visuelles optimales. Pour chaque œil, préconisé par élimination en précisant brièvement là où les raisons pour lesquelles elle a été écartée. En avant, pour l'œil droit, moins 0,75, il lui faut une lentille sphérique. Déjà, commençons par le type de renouvellement. Regarde, traditionnel, mensuel, traditionnel, mensuel, mensuel. Autrement dit, tu ne vas pas prendre de la lentille traditionnelle, c'est pour du sport. La mensuelle, tu vas prendre plutôt. Tu ne vas pas prendre une lentille annuelle ou biannuelle pour faire du sport. Bon, cool. Donc tu ne vas pas prendre une lentille traditionnelle, tu vas prendre plutôt de la mensuelle. Donc, c'est soit la B, soit la D, soit la E pour l'œil droit. Sauf que, regarde l'indication, la métropie sphérique pour la B, la C, la D, la E, ce sont des lentilles astigmates. Autrement dit, pour l'œil droit, nous n'avons qu'une possibilité, c'est la lentille B. Pour l'œil gauche, on ne va donc pas éliminer la A et la B, puisque elles sont sphériques, donc on les élimine. La B, la C, la D, la E, pardon, c'est celles qui nous restent, elles sont astigmates. Traditionnelles, c'est la C, la D, la E, on les garde, et on regarde. En compensation, il nous faut moins 0,75, moins 1,25 à 20. Regardons si elles existent au niveau des compensations. Elles existent toutes les deux au niveau de la sphère, hein, toutes les deux au niveau du cylindre. Ah, quoique, sur l'œil droit pour la D, elle n'existe pas, et au niveau de l'axe, c'est 0,90, le mec il a deux choix. Donc, pas possible, c'est la E, forcément. C'est la lentille E, puisqu'elle n'existe pas dans les corrections. Rédiger le bon de commande de la paire de lentilles sélectionnées. Sur l'œil droit, la puissance de la lentille, ce sera moins 0,75. La lentille B, si ça existe. De moins 10 à plus 10 par pas 0,25, donc oui, moins 0,75. La règle d'adaptation, c'est R0 égale K moyen plus 0,5. Mais l'œil droit,
Sur la page 2 sur 8, la kératométrie moyenne, c'est 7,80. On pas le chou, hein, 7,79. 7,80 plus 0,5, ça te fait du 8,30. Tu l'as? 8,30, ouais, comme tu dis. 8,30. 8,30, ça existe. Donc R0 égale 8,30. Et le diamètre, c'est un diamètre unique, 14. Donc on avance sur l'œil droit. La lentille B de puissance moins 0,75, de rayon 8,30, de diamètre 14. Pour l'œil gauche, une lentille de puissance moins 0,75, moins 1,25 à... Monsieur. Oui. 8,30, ça n'existe pas. C'est 8,40, 8,70. 7,40 à 8,90 par pas de 0,30. Autrement dit, tu fais 8,90, 8,60, 8,30. Ça existe. On refait. À la lentille B, vous avez au niveau des rayons, la lentille B va de rayon 7,40 à 8,90 par pas de 0,30. Donc ça vous fait, mais il existe donc 7,90, 8,90 pardon, 8,60 et 8,30. 8, etc. etc. C'est bon? Cool. Pour la E, donc du coup pour l'œil gauche, pardon, excuse-moi, la lentille E, la correction qu'on va lui prescrire, enfin qu'on va lui proposer, c'est moins 0,75, moins 1,25, elle existe en valeur d'astigmatisme, on dit en cylindre c'est moins 0,75 par pas de 0,25, donc moins 1,25. À l'axe, ben, les axes vont de 0 à 180 par pas de 5 à l'axe, 20 degrés. Le rayon K moyen plus 0,6, la kératométrie moyenne, c'est donc 7,75, plus 0,6, ça nous fait du 8,35, et 8,35, ça n'existe pas, on prend du 8,40. Voilà, 8,70 ou 8,40, on prend 8,40. Bon, elle va être un peu plate, hein. Bon, mais pas beaucoup. 0,05, ça va. En sport, on préfère qu'elle soit un peu serrée, mais bon, c'est pas grave. Ok. Rédiger le bon de commande. Lentille, c'est un cylindre négatif, on ne se fait pas allumer. Lors des essais, vous constatez que chaque lentille a un bon centrage, un bon recouvrement et une bonne mobilité. Et que la lentille gauche s'est stabilisée de la façon suivante, voir le schéma ci-dessous. Conclure sur le positionnement de la lentille gauche. Visiblement, la lentille E, le trait repère, c'est 10 degrés. Elle a tourné d'un trait repère. Donc elle a tourné de 10 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Autrement dit, il ne porte pas cylindre négatif à 20, mais il porte cylindre négatif à 10. Donc ce serait bien de la recommander, pour anticiper la rotation, de la recommander à 30 degrés. Attends, on te fait discuter avant. Question 4.7. Conclure sur le positionnement de la lentille gauche. Elle a tourné de 10 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, donc compensation portée est égale à moins 0,75 moins 1,25 à 10 degrés. Question 4.8. Déterminer la réfraction complémentaire attendue à gauche et estimer l'acuité visuelle correspondante. Nous allons donc calculer, question 4.8, la compensation additionnelle. Compensation parfaite est égale à compensation portée plus compensation additionnelle, qui ici est appelée la réfraction complémentaire. Autrement dit, compensation additionnelle ou réfraction complémentaire est égale à compensation parfaite moins compensation portée. On va essayer de le travailler sans calculatrice. L'échelle, c'est une dioptrie égale 4 cm. Je la décompose. 2 dioptries égale 8 cm. 0,50 dioptrie égale 2 cm. 0,25 dioptrie égale 1 cm. Compensation additionnelle. En 2013, c'était avec calculatrice. Hein, donc on va essayer de rester souple quand même. Hein. Moins 0,75, moins 1,25 à 20. Et la compensation portée par la lentille, moins 0,75, moins 1,25 à 10. On passe en cylindre positif. Alors là, c'est en fonction de. Hein. Si vous avez l'habitude de le faire en cylindre négatif, vous pouvez aussi le faire en cylindre négatif sans aucun problème. Nous, on ne prend pas ce risque-là. On change les signes et on maintient l'axe. C'est pas maintenant de toute façon qu'on va apprendre à faire des associations de signes. Voici. On a ça? Impeccable. S1, C1, alpha 1. S2, C2, alpha 2. Supposons que θ est égal à 2 facteurs de alpha 2 moins alpha 1. De θ est égal à 2 facteurs de 110 moins 10 est égal à 2 fois 200, est égal à 2 fois 100, pardon, égale 200. Nous allons donc tracer C1 à l'échelle. En haut de la feuille, on peut organiser sa copie. C1, 1,25 dioptrie. Autrement dit,
5 cm, vous êtes d'accord? On va tracer C2 à l'échelle en faisant 180 plus 20, en faisant du coup C2. C2 qui va faire également C2 égale 5 cm. Je vais matérialiser ici mon angle de θ et je vais matérialiser en noir ma résultante CR. Et voici, deux fils. CR, combien avez-vous en centimètres, les gars, s'il vous plaît? 2 cm? On est d'accord? À peu près? À 1,8, et quand vous êtes à l'échelle, vous le reportez, mais sans. Voilà, à peu près, on a du 2 cm. Quand vous mesurez, pardon, 2 filles, ça vous fait combien? Alors, pardon, CR 2 cm, donc on finalise 0,50 dioptre. 2 filles, vous avez combien en centimètres, les amis? 100 degrés. Combien? 100 degrés. 100? Non. Non, pas possible. Oui, mais. 2 filles, quand même. Mais du 280. 280, vous avez, les gars? On n'a pas vu, reste concentré. À 140, alpha R égale phi plus alpha R est égal à 140 plus 10 est égal à 150 degrés. Reste avec moi. SR égale S1 plus S2 plus C1 plus C2 moins CR, le tout divisé par 2, SR égale S1 c'est plus 0,75. S2 c'est moins 2. C1 c'est 1,25. C2 c'est 1,25. CR c'est 0,50. Le tout divisé par 2. SR égale par étape, par bloc. D'abord S1 S2. Moins 1,25. 1,25, 1,25, 2,50 moins 0,50. 2 divisé par 2. 1, autrement dit, moins 0,25 dioptrie. Pas besoin de calculer. Quelle est la réfraction complémentaire? Voici la compensation additionnelle. La compensation additionnelle va être égale à moins 0,25 plus 0,50 à l'axe 150 degrés. Et dans la transposition, plus 0,25 moins 0,50 à l'axe 60 degrés. On vous demande ici quelle est l'acuité visuelle du sujet ainsi compensé. Donc voici un schéma très rapide et non du tout conventionnel. Avec un foyer ici à plus 0,25 dioptrie, un foyer ici à moins 0,25 dioptrie. Autrement dit, un CND parfaitement sur la rétine. Le sujet n'est que astigmate de 0,50. Alors l'acuité visuelle sera environ égale à 12 dixièmes, limité par l'astigmatisme. Du coup, monsieur, c'est pas cohérent. Pas cohérent avec quoi? Mais comme il a tourné sur le cas à 12 dixièmes, on pourrait le laisser, quoi. L'individu à 12 dixièmes et du coup dans ce cas-là on pourrait les laisser. Dans la pratique on pourrait les laisser. Dans la pratique on pourrait les laisser. Après on essaye d'éviter quand même parce que dans la pratique c'est vrai qu'il y en a qui s'en mettent pas avec ça. Mais nous on fait ici, on fait les choses nickel chrome. Et quand on fait les choses nickel chrome, on ne laisse pas un astigmatisme résiduel. Pourquoi? Parce qu'il risque la microfluctuation d'accommodation astigmique. Dans ce cas-là entraîner des maux de tête. Donc dans le meilleur des mondes, dans l'utopie, on change et on anticipe la rotation en la commandant à 30 degrés. On vous dit, vous décidez de commander une nouvelle lentille à gauche qui tienne compte de cette observation et qui compense de façon optimale le défaut de l'œil gauche. Voilà, stigmatisme. Question 4.9. Dessinez cette nouvelle lentille une fois posée sur l'œil gauche et après avoir obtenu la stabilisation attendue. Attention, les gars. La lentille, elle a tourné. Elle a tourné, la lentille. Donc, toi, tu trichouillates. La lentille que tu vas lui mettre, c'est moins 0,75, moins 1,25 à 30. Donc tu triches sur la correction. Il vaut mieux qu'elle tourne encore. Parce que si elle ne tourne pas, t'es marron. Le mec est plus bien corrigé. Autrement dit, la lentille continue de tourner. Et heureusement, sinon il est plus bien corrigé. Faire très attention avec ça. Quand on recommande une nouvelle lentille de contact en anticipant la rotation, on triche sur la correction. Ton but à toi n'est pas qu'elle soit parfaitement nickel. Heureusement qu'elle tourne. Si elle ne tourne pas, t'es marrant. Question 4.9. Dessinez cette nouvelle lentille une fois posée sur l'œil gauche après avoir obtenu une stabilisation attendue. Vous réalisez alors les réfractions complémentaires. L'œil droit plus 0,25, l'œil gauche moins 0,25. Visiblement, l'œil droit est surcorrigé en myopie. On va donc lui commander moins 0,50. On lui a commandé moins 0,75 à cet œil droit. Donc on va lui commander moins 0,50. Question 4.10, rédiger le bon de commande des lentilles définitives chez le fabricant. Donc en avant, l'œil droit, D' FLSH égale moins 0,50. Ça existe, on l'a vérifié.
sur le R0, c'est le même, c'est 8,30 on a dit. Et le diamètre c'est 14. Et le diamètre c'est 14. Sur l'œil gauche, avec moins 0,75, moins 1,25 à 30, l'individu est encore myope de 0,25, il est sous-compensé. Autrement dit, tu vas lui mettre moins 1, moins 1,25 à 30. R0 égale 8,40 et diamètre égale égale 14,50. En ride, partie 5. Contrôle de l'adaptation des lentilles. Lors de l'essai des lentilles de contact, ce patient se plaint de voir double. Okay. En bino, aussi bien en loin qu'au près. Ça veut dire que tu viens de lui mettre les lentilles de contact, l'individu voit double. Yes. Comment ça se fait? Et tu voyais pas... Ah si, tu voyais double, mais c'était à cause d'une surcompensation. Là, maintenant, tu as les bonnes corrections. Donc, c'est pas normal que tu vois double. On vient de te mettre quoi? On vient de te mettre sur l'œil droit, on vient de te mettre une correction en moins 1. Combien? À moins 0,50. Et sur l'œil gauche, combien? Moins 1, moins 1,25 à 30. On vous dit, le mec voit double, hein? Vous cherchez l'origine de cette gêne. Vous décidez de mesurer l'euphorie du client avec la méthode de Von Graaff. Le sujet est ESO de 4 et il perd de 1,50. Autrement dit, son ESO est exactement la même dans le plan horizontal. Par contre, le sujet il perd de 1,50. En vision de près, le sujet est exo de 2 et il perd de 1,50. Avec tout est pareil, sauf l'hyper de 1,50. Quelle est l'origine la plus probable de l'hyperphorie avec les lentilles de contact? Et bien entendu, vous l'avez vu. Question, lentille B, c'est une lentille sphérique. Lentille E, c'est une lentille astigmate avec comme mode de stabilisation un prisme de ballast de 1,5 dioptrie prismatique. Et nous savons qu'un prisme de ballast est un prisme de base. Quelle base interne? Inférieure. Hein? Inférieure, base inférieure. Donc finalement, 1,5 dioptrie prismatique en base inférieure, sur ton œil gauche alors que tu n'as rien demandé, va du coup entraîner une hyper droite sur gauche. Justifier la nature de cette hyperphorie à l'aide de deux schémas. Un schéma du couple oculaire compensé en lentille en vision dissociée et un schéma de l'œil cyclope représentant la perception de cet œil avec du coup ceci. Alors je vous en propose un, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Question 5.2. On va faire un hyper, donc on va faire un schéma en vue de profil avec un œil fixateur. Notre œil fixateur c'est donc notre œil. C'est l'œil sur lequel on ne met pas le Maddox, donc c'est notre œil droit. Voici l'œil fixateur. On a mis en évidence une hyper de 1,5 droite sur gauche. Donc voici ici l'individu avec la lentille de contact. DS égale moins 1, moins 1,25 à 30. Avec ce fameux prisme finalement. Avec ce fameux prisme, mais qui est induit à l'intérieur, 1,5 dioptrie prismatique en base de 170 degrés. Autrement dit, il y a un rayon, en fait, l'individu se retrouve ici, ligne de regard gauche, ligne de regard droite, je flèche, et là je mets les compensations en moins 0,50, en Q' droit, F' droit, F' gauche, sauf qu'en fait l'individu il a créé un mouvement de version et donc du coup l'image qui arrive d'ici va bien se retrouver comme ceci, d'un objet à l'infini, donnant un' gauche ici, un' droit ici et un œil fixateur. On a bien du coup ici le couple oculaire en vue de profil et du coup en position passive. Alors attends, le Maddox on l'a mis sur quel œil les gars? Non, ça, avec la méthode de Von Graaff. Donc
Donc excuse-moi, c'est pas avec Maddox, c'est avec méthode de Von Graph. Pourquoi on a dit Maddox? Non, c'est une méthode de Von Graph. Donc à la méthode de Von Graph, quand je mesure les forêts dissociées dans le plan vertical, je les dissocie avec du dit delta base interne. Autrement dit, un dit delta base interne, si cet œil-là qui est parti en position passive, en vue de profil, base interne, tu vois en rectangle, tu as du coup ici 10 delta en base interne. Et le couple oculaire, c'est mis en position passive. Ici, le 1,5 delta base 270 que vous avez, c'est le prisme de ballast sur la lentille, donc qui est déjà introduit. Ça crée une hyper. Et cette hyper-là, avec ton dit delta base interne de Von Graph, tu le mets en évidence. Et donc, du coup, tu mets le couple oculaire en position passive. Donc, en vue de profil, en position passive, finalement, à cause du prisme de ballast, tu montres que tu as figé. À cause du prisme de ballast. La dissociation, finalement, ici, elle est motrice. Que tu as mis en évidence avec un dissociateur moteur. Ici, voici un cyclope de Hering, un fixateur, la ligne de regard droite, la ligne de regard gauche, les externalisations qui sortent, Q' droit, Q' gauche, F' droit, confondu avec F' gauche, confondu avec A' droit. Voici ici. On a un Von Graph, hein, APEDT, quoi. On ne met pas une barre et un point, pas Maddox. Et c'est pas APEDT non plus, c'est pas une ligne de 8 dixièmes, mais bon, pas de signe distinct. Voici l'extériorisation droite de A. Ici, A' gauche. Crac! Voici ici l'extériorisation gauche de A. Nous avons mis en évidence un œil cyclope de Hering avec une diplopie droite sur gauche. Ça comptait là. Oh putain. Le mec, je lui ai mis un prisme de ballast de 2 delta. Base M sur l'œil gauche, qui est monté. Donc au moment où j'ai extériorisé, l'image est allée droit devant. Ah, alors non, peut-être qu'en fait c'est le décalage de l'image que tu fais avant. Ah. Alors, grosse cagadette. Regarde. Là, ici, le mec a fusionné. Et qui te dit que tu ne t'es pas retrouvé? Suis-moi, sinon tu vas être perdu. Qui te dit que le mec n'est pas finalement en position passive? Que, en fait, à la ligne de regard gauche, qu'en fait, quand il portait ses lentilles en puissance -1, -1,25 à 30, Q' gauche n'était pas là, F' gauche n'était pas là. Et en fait, la compensation prismatique de 1,5 delta en base inférieure n'a pas dévié l'image et mis l'image à prime gauche ici. Et donc du coup, on se retrouverait pareil, là ça bouge pas, de notre objet A à l'infini. On se retrouverait à réaliser un nouvel cyclope avec finalement A' gauche ici, finalement l'extériorisation gauche de A, une hyperphorie de 1,5 dioptrie prismatique à 5 mètres. Autrement dit, une diplopie finalement qui se retrouve gauche sur droite pour un décalage de 1,5 dioptrie à 5 mètres, ce qui nous donne 7,5 cm entre les deux extériorisations, petite étoile, car 1,5 delta à 5 mètres. Alors,
Je vous le fais comme ça. Pourquoi? Parce que moi, perso, quand je l'ai fait comme ça. Quand j'ai réellement traité le sujet dans les vraies conditions, en même temps que vous, quand vous passerez cette magnifique épreuve d'analyse de la vision, je traiterai en même temps que vous. Et quand on y va pleine bourre, on se dit, bon attends, il y a deux solutions. Soit le mec, il est comme ça. Il a un prisme, et donc il bouge. Donc si il bouge, en fait, il a mis la rotation, mais au moment où il met la rotation, l'image arrive ici. Mais hop, ça colle pas avec le cyclope. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, attends, c'est quand même plus probable que le mec, en fait, il soit comme ça. Il y a un prisme, donc l'image est déviée. Et donc du coup, si je brise la fusion, je brise la fusion. Mais le mec, à la base, il est orthophore. Donc il va se recaler dans son orthophorie. Et en fait, tu vas mettre en évidence la déviation de l'image. Et c'est parce que cette image-là est déviée que le mec se retrouve hyper fort, t'as capté? Non, le mec, quand même, il aime pas mal. Ah ben oui. Pour moi. Là, il de gauche, excuse-moi. 10 delta, base interne. Ça va mieux. Hein? Ça, je suis d'accord. Je peux prendre une fois, s'il te plaît. Question suivante, on vous dit dessinez le test de mallette tel que le client uniquement gêné par l'hyperphorie droite sur gauche peut le percevoir. Comment un sujet uniquement gêné par l'hyperdisparité de fixation, du coup, par l'hyperphorie peut le voir? Alors, si on vous dit qu'il voit double, en binôme, on vous dit qu'il est gêné par la zone oculaire, donc du coup un test de mallette, on vous dit le test de mallette visiblement qui est positionné ici, avec l'œil droit, qui voit ici l'œil droit, l'œil gauche, l'œil droit. Comment est-ce qu'il peut le voir en fait s'il est gêné par l'hyper en gauche sur droite? Ben, il va extérioriser une diplopie gauche, une hyper droite sur gauche, il va extérioriser une diplopie gauche sur droite. Donc en fait il peut le voir, c'est une possibilité comme ça, et comme ça, ou au XO, rien dans le plan vertical et bilatéral. Soit vous mettez en évidence une hyperdisparité de fixation unilatérale de l'œil gauche, soit vous mettez en évidence une hyperdisparité de fixation bilatérale, soit vous mettez en évidence une hyperdisparité de fixation unilatérale de son œil droit. Rien ne nous indique que l'on peut faire. Parce que ça a brisé la fusion en fait, c'est le couple oculaire. Donc quand tu es en train de briser la fusion, c'est soit ça fait ah, soit ça fait ah, soit ça fait eh. Et si le directeur c'est le droit? Là par contre si le directeur c'est les droits, alors là effectivement tu sais que c'est le droit. Oui, parce que tu sais que c'est le droit. Oui. Te dérange? Alors s'il te dérange et que tu as capté que c'était que le droit, dans ce cas-là tu me mets ça, hein? Vas-y, hein? Au contraire. Au contraire. Question 5.4. En utilisant le tableau en annexe, proposez une solution qui permettrait de résoudre le problème de l'hyperphorie et rédiger le nouveau bon de commande des lentilles. On supposera que la stabilisation de la lentille gauche reste identique quelle que soit la lentille choisie. Alors, en fait, de toute façon, voilà, je n'ai pas la possibilité de changer enfin si, j'ai la possibilité de changer la E, mais ça n'entraîne rien, ils ont tout un prisme de base, donc je ne peux pas l'enlever. Par contre, je peux choisir la petite lentille A, qui a dans ses possibilités un prisme de 1 à 2,5 dioptries prismatiques par patte 0,50. Sur devis, nous allons donc l'introduire, un prisme du coup de 1,5 dioptries prismatiques, également devant son œil gauche, comme ça l'œil gauche il va faire clac, mais l'œil droit il va faire clac, et donc du coup, banco. Des questions? Cool. Bonne.